Hola a todos, a todas. Estamos aquí reunidos para una entrevista con el profesor Jean-Marc Bess, filósofo y doctor en historia, eh, quien es actualmente director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, École de Hautes Études en Sciences Sociales de París. Y estamos muy contentos de tenerlo a él aquí con nosotros para hablar sobre el habitar, sobre los desafíos, los saberes, las maneras en las que vivimos día a día en nuestros espacios cotidianos. El profesor Jean-Marc Bess desarrolla investigaciones de carácter epistemológico, histórico y antropológico sobre la geografía y las formas de la representación del espacio y del paisaje en las épocas moderna y contemporánea. Y hoy vamos a hablar particularmente de este libro que se llama Habitar, del cual yo fui uno de los traductores con Pablo, quien también está en esta conversación. Propongo, Jean-Marc, que empecemos la conversación, la entrevista. Très bien, oui. Eh, Et d'abord, quand même, merci, merci à tous les 3 hein, de cette, invitation à cette conversation. La présentation que tu as faite, Andrés, est très généreuse, trop généreuse, hein, mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir, engager, hein, ce débat que nous aurions pu avoir en Colombie, hein, et que nous allons de toute façon avoir par l'intermédiaire des moyens technologiques d'aujourd'hui. En tout cas, je suis ravi et je suis prêt à engager cette conversation avec vous. Il se trouve que dans le développement de mon travail, du travail donc que j'ai engagé depuis de nombreuses années, comme tu l'as dit, Andrés, tout à l'heure, hein, autour de la géographie, autour de l'anthropologie de l'espace, finalement, également autour de la philosophie du paysage. J'en suis venu petit à petit à me dire, hein, dans le droit fil d'ailleurs de ces réflexions sur le paysage, que la problématique de l'habiter avait une portée à la fois anthropologique et philosophique considérable, dans le cadre d'une réflexion justement sur, pour une meilleure compréhension de nos relations à l'espace et de nos relations au paysage. Et donc, cette rencontre entre, je dirais, un développement d'une pensée personnelle et une circonstance plus éditoriale, ben, ça a donné ce livre. En fait, ma démarche quand j'ai écrit ce livre et elle n'est pas, finalement d'une immense originalité ou plutôt elle s'inscrit dans, dans une large réflexion contemporaine, au fond, à l'intérieur même des sciences sociales et de la philosophie, sur les modes d'écriture ou sur les régimes d'écriture. Mmh. Hein. Et effectivement, on aperçoit que, à côté de l'écriture qu'on va dire, académique ou scientifique, c'est-à-dire celle qui s'adresse de manière technique à un public lui-même, formé du point de vue, de ce langage technique, il y a bien d'autres possibilités, bien d'autres registres d'écriture. Qui effectivement ont peut-être, plus de chances, plus d'opportunités de rencontrer un public, élargi, un public, non spécialiste. Alors, moi j'ai souhaité adopter ce registre-là, que j'appellerais le registre de l'essai, philosophique et littéraire, hem, parce qu'il m'a semblé, là, d'un point de vue personnel, que, comment dire? Le thème lui-même Mmh. appelait une telle écriture. En tout cas, pour ce qui me concernait. Pour ce qui me concernait. En fait, ce livre, je l'ai écrit 3 fois. Et bon, c'est pour ça que l'éditeur a été pas très, très content parce que j'étais assez en retard, au fond. Il a eu que je l'ai écrit 3 fois et les 2 premières fois n'étaient absolument pas satisfaisantes pour moi. Mmh. Pourquoi? Et donc je les ai, mis à la poubelle. Pour quelle raison? Parce que c'était dans un premier temps, j'avais proposé une réflexion, j'avais développé une réflexion très académique sur l'habiter.
Mhm. Voyez. Et c'est très facile d'écrire des dissertations sur l'habité. Mhm. Euh, Finalement, une dissertation sur l'habité ou dissertation sur un autre sujet philosophique, voilà, c'est technique. Mais la question que je me suis posée à un moment, je me suis interrogé sur mon insatisfaction, sur le fait que je n'étais pas satisfait par ce que j'écrivais, tout simplement. Je me suis dit, mais où je suis? Mhm. Où je suis. Ça, c'est la deuxième, c'est un aspect sur lequel je voudrais insister. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement l'écriture d'un essai philosophique de ce genre, c'est pas simplement une, je dirais, une stratégie pour viser ou pour atteindre un grand public. Vous voyez. C'est aussi à l'intérieur même de la réflexion des sciences sociales sur leur pratique, hein, Mhm. c'est l'exigence de réintroduire la subjectivité du chercheur dans l'analyse. Et de fait, moi, j'ai dû, enfin, comment dire, je me suis vraiment posé la question, en particulier sur un sujet comme l'habiter. Vous voyez, je peux pas m'extraire, enfin, c'est ce que je considérais en tout cas, je peux pas m'extraire de ce thème, de cette expérience, de cette pratique, puisque moi-même, je suis un sujet qui habite. Et donc, je me suis dit, même si, voilà, enfin bon, on aura l'occasion d'y revenir, même si ce n'est pas toujours le cas dans le livre, mais je me suis dit, il faut, hein, que je sois, d'une certaine manière, que mon expérience ou ma pratique d'habitant soit présente dans le livre, ou en tout cas, il faut que j'en parte. Alors, c'est une question importante et difficile en même temps. Euh, la première réponse que je pourrais donner, c'est non. On ne peut pas projeter l'habiter par définition. Pourquoi? Parce que habiter, c'est une pratique créatrice et par définition, on ne peut pas projeter la création, programmer la création. Et ça, ce serait une première réponse, mais qui n'est pas complètement satisfaisante. Notamment lorsque on se place du côté de ce que donc en Europe on appelle le projet ou le design, hein. Heu, Parce qu'effectivement, heu, pour que le monde, enfin, pour que nous puissions habiter le monde, il faut que le monde soit habitable et donc il faut le faire ou le rendre habitable et donc nous avons besoin de l'aménager pour pouvoir nous y installer et donc nous avons besoin de projets et donc la question c'est donc nous avons besoin de programmes, vous voyez? Et donc il faudrait arriver à équilibrer ces 2 aspects. D'une part, le fait qu'effectivement, habiter est une pratique imprévisible, est une pratique créatrice, qu'est l'exercice même tout simplement de la liberté de l'individu et des groupes sociaux d'une certaine manière, des collectifs, oui, des collectifs. Et puis que d'autre part, voilà, il est nécessaire de créer les espaces appropriés, hein, des espaces aimables, des espaces généreux, hein, dans des cadres de vie de bonne qualité pour que justement une vie humaine confortable, tout simplement, avec sécurité et liberté, puisse se déployer. Alors, bon, comment accorder ces deux exigences qui peuvent paraître contradictoires, hein, celle de la créativité débridée ou bien, et puis celle de la programmation. Je pense qu'il y a dans la réflexion sur le projet une, une possibilité qui consisterait à dire, voilà, projeter, c'est un art de l'action indirecte, un art de l'action indirecte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de programmer la vie des gens, car programmer la vie des gens, ce n'est pas leur permettre d'habiter. Par contre, on peut très bien réunir, je dirais, les conditions leur permettant, les conditions matérielles, les conditions, je dirais, morales, les conditions psychiques, psychologiques, hein, et sociales, bien sûr, leur permettant de déployer, de développer, je dirais, librement leur capacité d'habiter.
c'est tout l'art du projet, l'art de la préparation des conditions qui permettent, indirectement donc, mais avec fermeté, hein, qui permettent le déploiement d'une liberté. L'image que j'aime bien prendre qui m'accompagne de plus en plus en vérité dans cette réflexion sur le projet, c'est l'image du jardinage. L'image du jardinage, le jardinage comme figure générale du projet. Le jardinage, donc, qui ne se réduit pas simplement au jardin, mais dont on peut, au sens habituel du terme, mais dont on pourrait s'inspirer, hein, comme une manière de penser, une manière de faire. Lorsque vous êtes au jardin, c'est l'exemple que je reprends à un philosophe chinois, lorsque vous êtes au jardin, vous ne tirez pas sur les plantes, hein, pour les faire pousser, hein. Vous occupez de soigner, je dirais, l'entourage de la plante, de préparer la terre, de l'arroser, etc., etc., pour que la plante se développe elle-même. Donc vous agissez indirectement, hein, vous agissez indirectement pour que quelque chose puisse se développer par lui-même. Eh bien, ce modèle du jardinage, à mon avis, il peut être étendu à toute une série d'activités ou d'opérations dites d'aménagement, quelles qu'elles soient, d'intervention sur les espaces ou de création sur les espaces. Il faudrait, d'une certaine manière, faire du jardinage un modèle de l'action. Voilà comme je vous répondrai. Je dirais, comme hypothèse de réponse, parce que je ne suis pas sûr, certain de pouvoir répondre avec suffisamment d'arguments à une question qui est aussi importante. Ce qui me semble, c'est que on voit déjà. Je veux dire, la vie quotidienne, c'est pas simplement une vie passive. Je veux dire ça comme ça. Hein. C'est pas simplement une vie passive. C'est aussi une vie où on agit sur son environnement quotidien, sur son environnement familier. Et alors, on observe, j'imagine que c'est la même chose en Colombie, mais on observe un peu partout dans le monde toute une série d'actions collectives en faveur de, je dirais, la transformation des cadres de vie familiers. Il y a les jardins partagés, il y a les entretiens, l'entretien enfin, je dirais, des du cadre de vie le plus courant. Vous voyez, il y a tout ce qui relèverait, de, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler, les communs, le commun. C'est-à-dire le fait de vouloir partir des communautés habitantes, mettons, locales, hein, pour pouvoir prendre en charge justement ces questions aussi massives, hein, que celles que vous évoquez concernant l'économie ou les transformations écologiques ou les crises écologiques contemporaines, hein. Cette idée de l'organisation, comme on dit souvent, l'organisation des gens sur place et de l'action commune, à mon avis, est une des pistes que l'on peut explorer, hein, dans le cadre en particulier d'un enseignement comme celui que vous évoquez. C'est-à-dire, effectivement, rendre sensibles les étudiants au fait que, hein, au fait qu'il y a dans le monde entier une réflexion en faveur de la défense et de la promotion des biens communs et en faveur de comment dire, de l'organisation autonome, si je puis dire, hein, en communauté locale. Et le fait que ce soit une communauté locale n'est pas contraire, justement, dans la période où nous sommes, n'est pas du tout contraire comment dire, au fait que ça a une répercussion générale, hein, à une autre échelle, puisqu'en fait, les questions et les réponses locales, très vite, hein, ont une portée beaucoup plus générale. À propos des relations entre local et global, Mmh. je crois que c'est un point important sur lequel il faut insister. Nous vivons une époque où les relations euh, euh, d'échelle, la question de l'échelle, c'est-à-dire les relations entre le local et le global, euh, se modifient. Pendant très longtemps, nous avons vécu, et nous avons pensé d'ailleurs, hein, l'articulation entre local et global sur un mode hiérarchique.
hein, sur le mode de l'emboîtement, en fait, hein, avec le local, et puis progressivement, il y avait une sorte d'élargissement jusqu'au global. Ça ne fonctionne plus du tout comme ça. À une époque la nôtre, où, où les circulations, qu'elles soient d'informations ou de personnes ou de marchandises, s'organisent en réseau, la question de l'échelle est totalement modifiée. C'est-à-dire que ce qui est local est immédiatement global. On le sait très bien, il suffit de suivre les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux nous montrent parfaitement qu'une expérience locale peut avoir immédiatement une répercussion qu'on va dire globale, pas au sens où justement elle prendrait la forme d'une loi globale, mais tout simplement parce qu'elle rencontre toute la surface de la planète, elle rencontre d'autres localité, si je puis dire, hein. C'est-à-dire que la relation qui s'effectue, hein, c'est plus du tout entre les différents lieux, si je puis dire, qui sont différents entre les différentes localités, c'est plus du tout une relation qui passe par un élément de surplomb hiérarchique global, mais ça se fait de façon, je dirais, horizontale, hein, latérale. Et ça, les réseaux tels que nous les vivons et tels que nous y participons aujourd'hui le rendent possible. Voilà. Alors, moi, je sais bien que ça peut paraître un peu provocateur, ou en tout cas étonnant pour le moins, hein. Euh, mais en fait, bon, d'abord, le point de départ, peut-être, de ma réflexion, un des points de départ en tout cas, c'est que j'ai personnellement une très grande réticence devant le vocabulaire de la racine, la métaphore de la racine. C'est une métaphore que je trouve très discutable, voire suspecte, voire condamnable. Euh, les humains, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, en tout cas moi, je ne pense pas être une plante. Je ne pense pas être une plante. Et je ne pense pas, enfin une plante au sens où cette image nous y conduit, si vous voulez. C'est-à-dire l'idée que mon existence serait définie, voire déterminée par une sorte de lien que j'aurais avec une sorte justement de, de- de sous-sol invisible qui viendrait me nourrir et dont je serais uniquement le résultat ou la conséquence. La métaphore de la racine, ou plutôt la conception que j'appellerais biologique, ou biologiste, de la vie humaine ou de l'habité humain, me paraît donc à la fois insuffisant euh, pour décrire ce que c'est qu'habiter, insuffisant conceptuellement, et discutable politiquement. Vraiment discutable politiquement. Parce on sait bien que euh, le discours de la racine ou de l'enracinement a été historiquement, en tout cas pour ce qui concerne l'histoire, on va dire, moderne et contemporaine européenne, depuis en tout cas la fin du XIXe siècle, que ce soit en France ou en Allemagne, par exemple, mais aussi dans d'autres pays, le discours de la racine a été porté par des forces politiques réactionnaires. Par des forces politiques réactionnaires qui, justement, au nom de cette métaphore de la racine, ont critiqué, voire exterminé, pour certains, des populations qui étaient dénoncées comme étant, justement, déracinées, non enracinées, et donc qui ne faisaient pas partie de l'humanité. Sans entrer dans le commentaire de ce qu'a pu être la conception nazie de l'habité,
Il suffit de penser tout simplement, il suffit de penser à, enfin c'est à ça que je pensais en particulier, à ce qu'un écrivain français réactionnaire de la fin du 19e siècle, qui était Maurice Barrès, disait à propos de tout cela, quand il a écrit justement, ou quand il a écrit autour du thème de ce qu'il appelait justement les déracinés. Et les déracinés, c'est justement ces populations qui auraient quitté la campagne, qui vivraient dans les villes, ces intellectuels qui, en particulier, qui auraient perdu le contact avec la réalité concrète qui s'incarnait dans le rapport au sol, etc. etc. Et c'est toute une conception métaphorique de l'habité à laquelle, et de la vie humaine de manière générale, et on voit aussi toutes les conséquences politiques racistes que cela contient, hein, que j'ai voulu éviter. Alors, ça ne veut pas dire, hein, ça ne veut absolument pas dire que habiter, ça voudrait dire, enfin, ça serait identique, ce serait identique à le fait de ne pas avoir relation avec un sol, quel qu'il soit. Mais la question, c'est de réfléchir avec précision aux relations que nous entretenons avec notre sol. Réfléchir avec précision à ce que nous appelons notre sol. Réfléchir avec une précision de langage, avec un langage exact, hein, sur le type de demeure que nous voulons, enfin, à laquelle nous voulons nous relier. Et de ce point de vue-là, il me semble que la métaphore de la racine, je dirais, n'est qu'une des, des réponses possibles et pas forcément la meilleure. Finalement, à quoi sommes-nous liés? À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous attache? Puisque finalement, la question c'est la question de l'attachement. Mais à quoi sommes-nous attachés? Nous sommes attachés, par exemple, et c'est ça peut-être qui nous donne un sol, nous sommes attachés à une langue, maternelle, paternelle. Peut-être que notre pays, il est là, dans notre langue, dans la langue que nous parlons, pas forcément dans la, comment dire, le lieu qui nous a vu naître. Peut-être que finalement, ce à quoi nous sommes attachés, notre demeure, hein, c'est justement l'ensemble des expériences de vie que nous avons construites. Peut-être que notre maison, elle est dans l'épaule d'un ami, dans le sourire d'un compagnon ou d'une compagne. Bref, ce que nous habitons, ou plutôt le lieu que nous habitons, c'est pas simplement la racine d'origine, c'est l'ensemble du parcours que nous effectuons et dans lequel nous déployons ce que j'appellerais notre puissance de vivre, c'est-à-dire notre liberté, pour parler comme Spinoza. Et de fait, nous avons de très nombreux exemples au XXe siècle de personnes, d'individus, que j'évoque dans le livre, qui sont non pas des nomades, qui ne sont pas simplement des persécutés ou des exilés, j'en cite et j'en évoque dans le livre, mais qui sont tout simplement des personnes qui ont appris à vivre dans le déplacement, qui ont appris à vivre dans le mouvement. Car c'est ça finalement, enfin, c'est vers ça que je voulais engager la réflexion et permettre à mes lecteurs, justement, enfin, que je voulais permettre à mes lecteurs d'apercevoir. C'est qu'il est possible de demeurer dans le mouvement. Il est possible d'habiter dans le mouvement. Que habiter, c'est pas simplement être dans l'immobilité. Que c'est le cas précisément dans notre expérience contemporaine. Bon, on va parler dans un instant probablement de l'expérience de la pandémie qui vient nous ramener à l'immobilité. Mais fondamentalement,
habiter, me semble-t-il, c'est pouvoir se déplacer, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres langues, et c'est construire sa vie dans ce parcours-là. De ce point de vue-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ancrage, mais un ancrage, ce n'est pas un enracinement. Je préfère l'image de l'encre à l'image de la racine, s'il faut une image. L'encre du bateau, hein, qui vient mouiller, comme on dit, qui vient se poser près d'un littoral, qui va y rester le temps qu'il faudra, mais qui peut aussi partir pour s'ancrer ailleurs. Et notre vie, finalement, n'est peut-être pas aussi autre chose qu'une série d'ancrages successifs, et d'ailleurs plus ou moins réussis en vérité. Voilà. Alors de ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer, je voudrais en toucher un mot, que la situation d'immobilisation forcée dans laquelle nous nous trouvons, pour des raisons qui sont pas simplement sanitaires, qui sont aussi des raisons politiques, hein, de politique hospitalière, de politique sanitaire, mais ce sont des questions politiques. Effectivement, nous pouvons véritablement nous interroger sur, comment dire, le, le type d'existence que ça nous confère, que ça nous conduit à avoir, sur le, comment dire, les possibilités d'habiter que ça nous donne. Des possibilités d'habiter qui sont, à mon sens, réduites. Je cite dans le livre une, enfin, j'évoque dans le livre une situation qui finalement est très personnelle, autour d'une ville que je ne connaissais pas au moment où, et que je connais encore très peu au moment où, enfin en tout cas que je ne connaissais pas au moment où j'ai écrit ce livre, qui est la ville euh, d'enfance de mon grand-père. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que j'ai la mémoire de cette ville que je ne connais pas. Voilà. Et alors, la vraie réflexion, elle est là, c'est qu'est-ce qui nous habite dans la mémoire? Qu'est-ce qui nous habite de manière invisible, inconsciente, et je dirais même immémoriale? Nous sommes constitués de cela, mais ça nous accompagne dans notre mouvement, effectivement. Le point, en fait, essentiel, me semble-t-il, s'agissant d'une réflexion sur l'espace habité, hein, c'est la réflexion sur le seuil, la réflexion sur le passage, la réflexion sur la fenêtre, c'est-à-dire la réflexion sur le mur, si je puis dire, c'est-à-dire sur ce lieu très particulier de l'espace dans lequel, effectivement, il y a une circulation, un échange, et en même un échange, je vais y venir, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la création même de l'intérieur et de l'extérieur, et c'est ça, précisément, le premier geste qui rend possible l'habiter. Avec quoi? Avec d'une part la fermeture et d'autre part l'ouverture. Fermeture, ouverture, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est pas opposé. Je ferme, j'ouvre. Je ferme pour ouvrir, j'ouvre pour fermer. Hein, c'est ça le point. C'est ça le point. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que c'est là, à mon sens, comment dire, l'opération ou l'acte initial de l'espace habité ou de l'habiter en tant qu'espace. Créer l'espace habité, c'est d'abord créer ces lieux que j'appelle des lieux de porosité, des lieux d'échange dans lesquels on va organiser à la fois la séparation, fermeture, hein, et la relation, ouverture. Il y a une très belle méditation de Gilles Deleuze à ce sujet, quand il essaie de définir, et que je reprends, je crois, ou à laquelle je fais allusion dans le livre, quand il essaie de définir ce que c'est qu'un espace politique, un espace démocratique plus précisément, il dit, ben voilà, il faut savoir trouver, organiser
la bonne distance et la bonne proximité, les bonnes distances et les bonnes proximités. Eh bien, organiser les bonnes distances et les bonnes proximités, c'est d'abord savoir élaborer, construire ces espaces de porosité, qui sont à la fois des espaces dans lesquels on se sépare et des espaces dans lesquels et par lesquels on se relie. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, on retrouve cette métaphore de la respiration à cet égard.